Merci d'être là. Je m'appelle Jessica. Je travaille chez l'Institut Tamarack avec votre hôte Chuck et nos collègues Jorge et Jamie également. Merci d'être venu à ce webinaire de l'Institut Tamarack qui vise à développer l'appartenance à la francophonie canadienne hors Québec. Et maintenant, je pense que je passe la parole à Chuck pour faire une reconnaissance de terre. Bon matin tout le monde. Je crois que c'est ou bon après-midi pour les personnes qui sont à l'est ou dans la province atlantique. Je m'appelle Chuck Odanibo. Je suis un directeur conseil à l'Institut Tamarack pour l'évaluation de l'impact et je suis également franco-albertain originaire de Calgary, mais habitant dans une très petite ville au milieu de nulle part sur le territoire du traité numéro 8 ou le patrimoine Métis numéro 6. Donc, on va commencer ce webinaire avec une reconnaissance territoriale. Oui, pour commencer, je voudrais partager une citation de Michael Etherington qui dit « Ces derniers temps, nous procédons à des gestes et à des paroles symboliques. Je pense qu'en ce moment, de nombreux Canadiens commencent à voir au-delà de cette rhétorique. Si vous regardez d'un point de vue national, il y a encore des enjeux importants liés aux terres ancestrales et à l'exploitation des ressources naturelles à travers le pays. C'est important de se souvenir que l'acte de reconnaître le territoire nous a été confié par la Commission de vérité et de réconciliation du Canada qui s'est engagée avec les personnes autochtones d'une nation à l'autre, au troisième aussi, afin de comprendre la réalité qui leur a été imposée par le Canada et les étapes dont on a besoin de suivre afin d'atteindre la réconciliation. Tel qu'exprimé dans la citation de Michael Etherington, une reconnaissance de territoire n'est pas seulement un geste symbolique, mais une déclaration de notre engagement envers le futur de ce pays. Avec tout ceci en tête, j'ai formulé cette reconnaissance de territoire pour la ville de Falher, en Alberta, pour reconnaître le territoire sur lequel je me trouve aujourd'hui. Souvenez-vous qu'une reconnaissance de territoire est une manière de comprendre l'histoire de la terre sur laquelle nous nous trouvons et notre lien avec elle, et donc notre responsabilité envers elle. Je vous encourage à personnaliser cette reconnaissance de territoire pour l'endroit qui vous tient à cœur. Les Autochtones des nations Castor, Cri et Sekani avaient peuplé et habité la région de la Rivière-la-Paix depuis des temps immémoriaux. Le 20 juin 1899, les populations autochtones locales et un représentant du gouvernement du Canada, le commissaire en chef David Laird, signèrent le traité numéro 8 au Petit Lac des Esclaves. Parce que plusieurs colons déménageaient au sud, l'évêque Émile Jean-Baptiste Marie Giroux a chargé le père Jean-Baptiste Giroux de Montréal et le père Constant Falher d'attirer des catholiques canadiens français à la Rivière-la-Paix. Le gouvernement fédéral avait arpenté la région de la Rivière-la-Paix au début des années 1900 et la région fut ouverte à la colonisation en 1912. Les pères Giroux et Falher étaient à cheval et les colons voyageaient en wagon tiré par des chevaux. Un guide autochtone, Payou, les dirigeait, mais il les a abandonnés près de Winigami. Cependant, les colons furent réunis de nouveau avec le guide Payou lorsque le père Giroux les amenait visiter un village autochtone. Il emprunterait ensuite un sentier autochtone et arrive près de Peavine Creek où il se repose et mangeait. Le lendemain matin, dimanche le 2 juin, avant de se remettre en route, le père Falher a pris la parole. « Mes amis, dit-il, nous ne savons pas encore à qui dans l'avenir appartiendront ces terres. Ne vous semble-t-il pas que, pour marquer au moins le passage en ce lieu de catholique canadien français, il conviendrait d'y planter une croix sur laquelle sera gravé le nom de vous tous? » Un oui unanime accueillit cette proposition. On voit donc le début de Falher, avec les noms des colons originaux engravés pour toujours dans l'histoire. Cependant, dans l'enregistrement de cette histoire, on a choisi de ne pas garder les noms des gardiens traditionnels de ce territoire. En tant que résident actuel de Falher, une ville nommée après un père catholique taché avec la colonisation de cette terre, j'aimerais rendre hommage au peuple cri d'Aneza et de Nesantinier. La ville de Falher a été construite sur le territoire du traité numéro 8, reconnaissant ainsi la souveraineté de ce peuple et notre obligation de partager la terre et ses ressources avec eux.
Étant que personne qui y vit et qui y travaille, et surtout étant que francophone, nous sommes tous des signataires de ce traité de paix et d'amitié. Il est impératif que nous suivons notre direction de ces gardiens traditionnels, de leur système de connaissances, d'apprentissage et de culture qui souligne la terre et son bien-être. Valère se trouve également dans la région 6 de la nation métisse de l'Alberta. Je rends hommage au peuple métis. Comme pour les Premières Nations, le peuple métis exigeait et exige encore la justice climatique, la souveraineté et le droit de vivre avec dignité et respect en suivant les savoirs et les systèmes culturels. Nous avons l'obligation de les soutenir et de les appuyer lorsque nous le pouvons, en particulier étant que francophones, vu que nos histoires et nos destins sont très liés. Je rends également hommage à tout le peuple autochtone qui habite dans la région, qu'il soit d'ici ou d'ailleurs, qu'il soit jeune ou âgé, parce qu'eux aussi continuent de cibler la justice climatique et le droit de vivre avec dignité et respect, en suivant les savoirs et les systèmes culturels. Il est important de reconnaître la force et la résilience de ces premiers peuples et de les appuyer lorsque nous le pouvons. Jamie, prochaine diapo. Je voudrais également prendre ce moment de reconnaître l'histoire de l'esclavage et des conditions de servage au Canada afin de rendre hommage à toutes les personnes noires et pas noires qui ont payé le prix de leur sang pour bâtir ce pays. Même s'ils ont tant fait pour ce pays, leurs histoires sont si souvent ignorées. Nous reconnaissons aussi qu'aujourd'hui, comme hier et comme le jour avant et le jour avant celui, des personnes ont perdu la vie ou vivent dans des conditions inhumaines causées par des systèmes d'oppression. Beaucoup d'entre nous ont vu disparaître des proches ou aiment des personnes qui subissent la violence au quotidien. Nous sommes nombreux à porter des traumatismes. Certains d'entre nous ont été blessés à cause de liens réels ou supposés avec des pays, des cultures ou des religions impliquées dans ce conflit. Beaucoup d'entre nous luttent activement contre la violence et l'oppression, tout en se sentant souvent ignorés ou réduits au silence. Et nous sommes nombreux à vivre dans la peur de ce que l'avenir pourrait encore nous infliger. Je vais me taire pour les prochaines minutes afin de vous donner l'occasion de personnaliser cette renaissance de territoire pour vous. Merci beaucoup d'avoir participé. Parfait, merci beaucoup. Donc, c'est avec grand plaisir que je peux lancer enfin ce webinaire. Pour ajouter plus de contexte, je suis le nouveau directeur chez Tamarack. Je me suis joint à l'Institut en fin mars, début avril cette année. Et j'avais vraiment pour objectif de soutenir les communautés francophones en appuyant la mission de Tamarack. La mission de Tamarack est de mettre fin à la pauvreté. Et ça inclut bien sûr la pauvreté financière, mais également la pauvreté d'isolation, donc ce sentiment d'appartenance, la pauvreté des personnes jeunes, donc ciblant un bon avenir pour les jeunes personnes, ainsi que la pauvreté climatique. Et je crois qu'il y a beaucoup de avantages que Tamarack peut offrir aux communautés francophones. Cependant, Tamarack manque de liens avec les communautés francophones. Vu que c'est un OBNL qui a été lancé en Ontario et qui a été historiquement et présentement dirigé par des anglophones qui ne savaient pas comment connecter de façon authentique avec les communautés francophones. Et lorsque j'ai planifié ce webinaire, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça veut dire l'appartenance dans la communauté francophone? Qu'est-ce que ça veut dire l'identité francophone dans un contexte canadien? Parce que si on prend le mot francophone, ça veut juste dire quelqu'un qui parle la langue de Molière, quelqu'un qui parle français. Cependant, au Canada, ça a pris un sentiment beaucoup plus nuancé, beaucoup plus différent, parce qu'être francophone n'est pas seulement une question de le langage parlé, mais c'est une question de choix, c'est une question d'héritage, c'est une question de communauté. Et c'est une question, et le moment que ça devient une question de communauté, ça devient une question d'appartenance. À qui se sent l'appartenance à la francophonie et qui se sent exclu dans la francophonie. On voulait lancer cette conversation avec la francophonie hors Québec en reconnaissant que la situation au Québec ou le cas au Québec est assez particulier au Canada. Et je suis heureux et honoré d'être ici avec trois oratrices et orateurs, deux oratrices, un orateur issus de trois provinces. Donc, on a une franco-ontarienne, on a une franco-colombienne et on a un franciscois qui sont ici avec nous
pour parler de leur identité, pour parler à propos de leur communauté et la façon dont ils ont trouvé un sentiment d'appartenance. Et ceci fait partie d'une stratégie sur l'appartenance sur laquelle l'Institut Tamarack travaille sur. Et donc, je vais céder la parole à Jorge qui gère ça pour nous en expliquer plus. Bonjour tout le monde. Merci Chuck de nous avoir rassemblés aujourd'hui pour cette belle rencontre, cette belle conversation. Comme Chuck l'a mentionné, je m'appelle Jorge et je suis reconnaissant de vivre dans le territoire non cédé de la nation Kanien'kehá:ka, dans une petite communauté dans la rive sud de Montréal, Tiohtià:ke, qui s'appelle Saint-Hubert, qui fait partie de la ville de Longueuil actuellement. Um, donc, je suis très, très content de pouvoir être ici avec vous aujourd'hui. Merci de votre engagement. Merci de votre intérêt à cette conversation. C'est la première conversation qu'on aura et la première parmi plusieurs conversations qu'on aura avec des communautés francophones sur la stratégie de l'appartenance. Mais avant de vous parler de la stratégie de l'appartenance, je vous présente un peu un aperçu de notre réseau Communauté baptisant l'appartenance. Nous sommes un réseau de 47 membres partout dans l'Amérique du Nord et plus de 7000 apprenants partout dans le monde qui sont intéressés et engagés vers le développement des approches pour renforcer le sentiment d'appartenance communautaire. Nous croyons fermement à l'importance de l'appartenance pour faire avancer nos mouvements sociaux, en tant que la lutte contre la pauvreté, comme le changement climatique. C'est une priorité, surtout dans ce moment où on sort d'une crise de pandémie et aussi on est dans la crise de changement climatique. Donc, on est en train de développer ce réseau et dans notre réseau, on fait un mouvement. Et les mouvements sont l'appartenance et un mouvement axé sur le développement d'une une stratégie pan-canadienne qui reconnaît la force des communautés et qui est aussi axée sur plusieurs cadres de travail pan-canadien et international. Pan-canadien comme le Carrefour de la qualité de vie de Statistique Canada et international comme l'outil qui s'appelle Monitor Tool de l'Institut global du pluralisme. Et dans notre réseau, on vous invite à co-créer une stratégie qui favorise la collaboration intersectorielle pour le partage des ressources et de l'expertise, une stratégie qui centre les voix de tout le monde, une stratégie qui transfère le pouvoir aux résidents en tant que co-créateurs, co-créatrices de changement, et une stratégie qui permet un changement au niveau des populations en renforçant les sentiments d'appartenance, rapportés par toutes les personnes en contribuant à bâtir un avenir plus démocratique. C'est un grand mouvement, c'est un appel à l'action qu'on vous propose aujourd'hui. Et on aimerait continuer nos échanges et j'espère que cette conversation que Chuck est en train d'animer va nous engager vers la réflexion, mais aussi vers l'action. Comme je l'ai dit, on est vraiment axé vers l'action. La stratégie est aussi soutenue par un mouvement de 13 communautés qui sont en train de définir leur stratégie sur leur propre approche sur la stratégie de l'appartenance. Ils développent des plans, des stratégies pour faire bâtir un sentiment d'appartenance communautaire plus fort. On va partager plus dans les mois à venir sur les résultats de ce travail. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse courriel est là et on vous invite à signer l'appel à l'action. On a déjà plus de 530 personnes jusqu'à aujourd'hui. On pense qu'on peut arriver à 1000 personnes, 1000 leaders partout le Canada et on serait très content de pouvoir collaborer avec vous. Donc, merci pour votre soutien. Et vous pouvez aussi scanner les codes QR pour en savoir plus sur cette belle stratégie. Merci. Merci beaucoup, Jorge. Ah, j'adore. OK, il faut que je commence ce webinaire en disant que je ne suis pas en home matinal et c'est 10 heures du matin ici. Mais j'ai fait de mon mieux pour être vivant, pour être présent, parce que j'ai tellement hâte pour cette conversation. Donc, on a 3 panélistes avec nous. Jessica a déjà mis le lien dans le clavardage si vous aimeriez voir plus sur les bio pour apprendre plus sur chacun de nos orateurs-autrices. Mais on a Georgie Gagné,
qui est artiste, auteur, activiste, consultante et professionnelle bilingue du secteur public dans la belle province de l'Ontario. Georgie porte beaucoup de chapeaux dans sa vie. Elle fait énormément de choses. On se croise assez souvent dans les espaces de justice sociale surtout. Donc, c'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous. On a Geneviève Poitras, qui est la vice-présidente du conseil d'administration du Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique. Donc, pour moi, c'est la province voisine. Donc, chaque fois que je vois des franco-colombiens, j'ai toujours comme une faiblesse parce que j'ai toujours eu des très belles interactions avec des franco-colombiennes. Donc, c'est pas que j'ai une francophonie préférée, mais si j'avais une francophonie préférée, c'est certain que ça serait la francophonie britannique-colombienne. Puis, on a Dr. Michael Akinpelu, qui est professeur agrégé à la Cité universitaire francophone à l'Université de Regina. J'ai eu le plaisir de visiter le campus parce que quand j'étais à Regina, j'étais comme, attends, il y a comme un campus francophone à Regina. Puis je suis allé, puis j'ai profité de la bibliothèque, j'ai chillé là-bas, j'ai pris comme un chocolat chaud parce qu'il y avait une machine à chocolat chaud là-bas que tout le monde pouvait utiliser. Puis en sirotant à mon chocolat chaud dans un campus francophone, à Regina, je dis ça comme, ah oui, c'est ça la communauté. Hein? On trouve dans des espaces communs, puis on en profite, prenez-le comme, ah, je suis chez moi, dans une place que je ne connais pas. Et donc, avec cela en tête, lorsqu'on parle de l'appartenance, surtout l'appartenance communautaire, et même la façon dont l'Institut Tamarack l'a approché, on a l'habitude de parler du côté plus géographique. Right? Oh, voici la communauté de Regina, voici la communauté de mon quartier, voici la communauté de mon voisinage. Mais avec la francophonie, là, on pose la question, est-ce qu'on peut avoir une communauté plus sociolinguistique, une communauté à laquelle on n'est pas forcément lié par la géographie, mais on est lié par nos accents, par nos histoires, par notre lutte, par nos souhaits d'avenir. Et donc, pour les premières questions, j'aimerais vous poser, parce que chacun de vous vient d'une province différente, vient d'une francophonie différente. Qu'est-ce que définit l'identité francophone dans votre communauté? Je vais commencer avec toi, Geneviève. Parfait. Alors oui, bonjour tout le monde. Moi, c'est Geneviève. J'utilise le pronom elle et je vis présentement sur les terres traditionnelles non cédées des peuples Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh en Colombie-Britannique. Je suis née au Manitoba, mais j'ai déménagé ici en Colombie-Britannique il y a plus de 10 ans. Alors, j'ai vraiment vécu dans des provinces différentes et la francophonie différente depuis ma jeunesse. Mais ici en Colombie-Britannique, on utilise comme la francophonie ou être francophone, c'est comme un peu comme un label qu'il y a des personnes ici qui sont très fiers de tenir ça comme quelque chose pour leur identifier, mais d'autres qui se sentent comme ça enlèvent leur autre identité. Alors, on permet beaucoup dans le conseil jeunesse à tout le monde de choisir l'identité qu'ils veulent parce que francophone, c'est plus que juste parler le français, mais ça peut être cela si ça vous tente. Mais c'est vraiment l'opportunité de vivre en français, avoir une communauté francophone. Il y a des personnes qui disent qu'ils ne veulent pas s'identifier comme francophones parce qu'ils sont bilingues ou ils sont immigrantes et ils ne veulent pas enlever leur autre identité. Alors pour nous, c'est quelque chose qu'on permet à tout le monde de choisir leur propre identité, évidemment. Je m'identifie comme francophone et comme bilingue. Je ne m'identifie pas comme anglophone, même si je parle anglais puis je vis en anglais. Mais l'identité francophone me tient vraiment à cœur parce que je me sens très rapprochée à la communauté francophone et on a beaucoup de choses similaires que je trouve que j'ai pas cet attachement émotionnel avec la communauté anglophone, disons. Alors, c'est pourquoi moi, personnellement, je l'utilise, mais dans notre communauté, c'est quelque chose que beaucoup de personnes utilisent, beaucoup de personnes n'utilisent pas, mais c'est quelque chose qui nous rassemble quand même. Parfait. Georgie. Hey, great. So Dominus Sinkasun, Chikum Dodum, UST Uchinatawe, Nagawe Chigium, Kilarakwi Norwegian, Nishtahiwin,
Bonjour tout le monde, mon nom est Géorgie, j'utilise les pronoms elle et là en français. Puis, je me suis introduite dans la langue traditionnelle de ma famille, de mes ancêtres et de ma communauté, qui est le cri de la baie James, particulièrement le dialecte du Sud. Puis, je suis pas un language speaker, mais j'apprends la langue tranquillement, pas vite, pour reconnecter avec les connaissances puis les traditions qui y sont reliées. J'ai dit que j'ai un héritage mixte et donc ma mère est franco-québécoise et mon père est cri de la Première Nation cri de Waswanipi sur le territoire Rioi-Ichi au nord du Québec. Puis, je fais partie du clan des castors. Mon nom traditionnel est Twisted Wind ou vent torsadé. Je réside à Cataraqui, qui est le territoire traditionnel des peuples Anishinaabe, Haudenosaunee, puis Huron-Wendat, qui est colonialement connu comme Kingston en Ontario. Mais je suis d'origine du Québec, de la ville de Québec particulièrement. Et ça fait 4 ans que je me retrouve ici sur le bord du lac Ontario, qui est un accès à l'eau incroyable. Si vous avez eu la chance de visiter Cataraqui et de voir l'eau bleue, les multiples points de baignade et d'utilisation de ce lac, c'est incroyable d'avoir la chance de vivre si près de cette eau. Puis en tant que membre du clan des castors aussi, l'eau est très importante pour moi, la façon dont j'installe ma maison, je me situe. Donc, je me trouve très choyé de pouvoir être ici. Puis, c'est intéressant, Geneviève, quand tu as parlé que tu ne t'identifies pas comme anglophone, parce que moi aussi, même en parlant l'anglais, en vivant beaucoup en anglais, c'est pas une identité à laquelle je m'identifie. Mais même pendant longtemps, l'identité francophone n'était pas une identité à laquelle je m'attachais fortement, parce qu'en vivant au Québec, le français était tellement tout autour de moi que c'est simplement un fait que je parle le français et mon identité était même pas tant québécoise. Honnêtement, là, c'était plutôt je suis ici et j'existe et je parle le français. Quel drôle d'adon. Mais maintenant, quand je suis arrivé en Ontario il y a 4 ans, euh, c'est là où j'ai réalisé que, ah bon, le français est un élément qui me différencie ici. Puis en travaillant au sein de la communauté franco-ontarienne locale, puis ensuite provinciale, ben, ça m'a apporté à réaliser vraiment à quel point le français est un élément important de mon identité sous différents angles, notamment, mais c'est un élément culturel qui est fort. J'ai beaucoup de fierté à écouter de la musique francophone, à écouter des médias francophones, à contribuer à ces médias-là aussi. Puis, c'est un outil aussi de connexion puis de rencontre qui est tellement puissant. Pour relate, pour se parler, pour apprendre à se connaître, il faut qu'on se parle, il faut qu'on utilise la langue, qu'on est en mesure de le faire. Et de le faire en français apporte vraiment un sentiment de chaleur qui, pour moi, est incomparable. Que je le fasse en anglais ou en français, le français, l'introduction, la connexion se fait sentir de façon tellement plus tangible, plus chaleureuse que ça fait de mon identité francophone une identité qui est importante à mes yeux. Puis je dirais que c'est un sentiment que je ressens dans ma communauté. Ici à Kingston, on est environ à 4% de francophones dans la ville, environ 4000, 5000 personnes ici. Et le fait de pouvoir entendre du français dans notre ville, de pouvoir naviguer parfois des services en français aussi, quand c'est possible, ça apporte un grand sentiment d'appartenance, justement, un sentiment où on est pris en compte dans la sphère publique, dans la société. Et quand c'est pas la réalité, qu'on se frappe à des murs où le français est plutôt une barrière qu'autre chose. Là, ça devient une motivation à plaidoyer pour des services qui sont disponibles, qui sont accessibles, qui sont pertinents et informés. Mais comme je suis sûr qu'on va en parler plus tard aussi, ben, en tant que personne autochtone, personne two-spirit, transféminine, ben, l'identité francophone apporte aussi certains conflits moraux que j'ai bien hâte d'aborder au fil du webinaire aujourd'hui. Merci miigwech de m'avoir invité, Chuck, puis c'est un plaisir d'être avec Geneviève puis Michael pour le webinaire. Ah, merci beaucoup. Ah, j'adore ça. Déjà, je suis en train de comme sentir le frisson. Michael, je te cède la parole. Merci bien. Moi, c'est Michael Akimpello, comme vous pouvez le voir. Je travaille à l'Université de Regina, qui est située, si vous voulez, sur les terres, en fait,
Alors, je ne vais pas mentionner tous les noms à cause du temps, mais c'était son nom CD et donc sur les traités 4 et 6, ici en Saskatchewan. Alors, je vais donner un peu de contexte à la question d'identité. Déjà, je dirais, dès le début peut-être des années 2000, avec la question de l'immigration, les gens qui venaient s'installer en Saskatchewan. Donc, il y a une commission qui a travaillé sur cette notion, sur le concept d'identité, si vous voulez, en Saskatchewan. Donc, on l'appelle, si vous voulez, pardon, la commission sur l'inclusion dans la communauté françaiscoise, parce que là, on a découvert que oui, ben, il y avait des problèmes de racisme, d'exclusion, ainsi de suite. Et ils ont défini des paramètres par rapport à cette identification à la communauté françaiscoise. Et il y a 4 éléments qui ont été mis en place. D'abord, on peut parler du territoire, donc la langue, donc un acte aussi, si vous voulez, volontaire. On peut simplement choisir de s'identifier avec la communauté. Et le 4e point, c'est plutôt, on voulait vraiment résister à l'assimilation, donc l'assimilation au groupe majoritaire. Alors, donc aujourd'hui, la définition qu'on a en Saskatchewan pour l'identité francophone, c'est, et là je cite l'ACF, l'Assemblée communautaire françaiscoise, qui dit un ou une françaiscoise, c'est quelqu'un qui s'identifie à la communauté francophone de la Saskatchewan, que ce soit par naissance, par mariage, par adoption ou simplement par identification. Moi, je suis sociolinguiste de formation, et puis parfois, ben, la question qu'on se pose, c'est, alors, c'est ouvert à tout le monde. Donc, ça couvre plus ou moins tout. Donc, ça peut par naissance, donc on va chercher, si vous voulez, les francophones de souche, mais c'est très inclusif aussi parce que ça permet aux élèves ou, si vous voulez, aux apprenants de langue française qui sont anglophones de s'identifier à cette communauté-là aussi, s'ils ou elles se sentent à l'aise de le faire. Donc, voilà un peu la définition de l'identité françaiscoise dans notre communauté ici. Voilà. Merci bien. Merci beaucoup. Ah, j'adore ça. En effet, comme je mentionnais tantôt, moi, je viens de la communauté franco-albertaine et ceci a été comme une discussion qu'on a eue beaucoup de fois à travers les dernières décennies, surtout depuis l'année 2000. On a posé la question qu'est-ce que ça veut dire être franco-albertain, surtout parce que notre porte-parole s'appelle l'Association canadienne-française de l'Alberta. Il y a beaucoup de gens qui se sentent comme OK, mais je ne suis pas canadienne-française, même si je suis francophone. Est-ce que je fais partie? Et cette question de comme est-ce qu'il y a une distinction entre canadienne-française et franco-albertaine? Si c'est une question d'héritage et pas forcément une question de langue, il y a plein de personnes qui portent l'héritage français ou l'héritage canadien-français. Qui ne parlent plus le français aujourd'hui. C'est une question des langues. Est-ce qu'on pose la question sur les accents? Et là, à la fin, on est arrivé à une définition que notre communauté est une communauté plurielle, où on intègre une collectivité de beaucoup de communautés issues de plusieurs backgrounds. Ça peut être une question de comme background d'immigration, background de migration locale, mais on essaie d'être plus inclusif avec notre définition. Cependant aussi, on vit, et j'imagine que c'est le même pour chaque francophonie, on vit des difficultés par rapport à la géographie où la plupart de nos décideurs dans la francophonie se trouvent à Edmonton, mais la réalité du reste de Provence ne correspond pas forcément à Edmonton. Et je me demande si c'est la même chose dans les autres provinces aussi. Pour faire un petit suite, il y a un reportage par RAD de Radio-Canada où ils ont posé à des francophones la question est-ce qu'être francophone est un héritage ou un choix? Et les francophones au Québec ont dit que c'est un héritage. Mais les francophones hors Québec ont dit que c'est un choix et que c'est un choix qu'il faut faire au quotidien pour s'identifier comme francophone. Et là, j'ai entendu de chacun de vos paroles, oui, il faut faire le choix. Il y a le choix pour appartenir, il y a le choix pour s'identifier avec. Et je trouve ça
fort. Je vais partager le lien dans le clavardage vers, vers cet reportage. Et oui, avec ce sur une tête, je passe à la prochaine question. Quels sont les principaux défis auxquels vous faites face pour maintenir une identité francophone? Georgie, vous que vous avez déjà un peu fait des allusions vers ça, je vais commencer par toi. Oui, absolument. Puis je vois dans la liste des participantes qu'il y a des gens que je connais très bien. Donc, vous allez m'entendre répéter des éléments que je dis souvent parce que c'est la fondation des défis, des principaux défis auxquels je fais face personnellement pour maintenir une identité francophone. Puis pour commencer, ben, quand on pense au français, il faut reconnaître et se dire la vérité que c'est une langue qui est coloniale. C'est une langue qui n'est pas autochtone des terres de l'île de la Tortue. Et de par ce fait, c'est une langue qui vient avec un historique chargé, puis un historique qui a contribué aux violences faites envers les communautés autochtones. Euh, Puis même au sein des communautés autochtones hors Québec, puis même au Québec aussi, on entend parfois que quand on parle le français, on est plus colonisé que les autres. C'est quelque chose qu'on se fait dire par des personnes autochtones anglophones. Euh, donc, le fait que ça soit une langue coloniale, puis je vais vous parlais aussi que le français ou l'identité francophone, pour moi, c'est aussi relié à la motivation de plaidoyer pour avoir des services, des espaces communautaires pour se rassembler avec d'autres personnes d'expression française. Mais quand on plaidoie pour des services de santé, des services d'éducation en français, mais qu'on voit aussi le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux faire peu d'investissements, ou comparément aux investissements francophones, des investissements très minimes pour la revitalisation des langues autochtones, ça a créé un petit chicotement à l'intérieur. Puis je dis petit, mais peut-être que je devrais dire plutôt un grand chicotement à l'intérieur. Pourquoi, en tant que personne autochtone, je me bats pour une langue qui est reliée à ma déconnexion culturelle, à mon isolation communautaire. C'est assez compliqué à répondre à cette question-là, mais je dis souvent que je parle le français, c'est la langue dans laquelle je suis la plus confortable. Et donc, j'ai pas le choix de vivre dans cette langue-là en ce moment. Et donc, pour moi, c'est important de travailler à avoir accès à des services, puis à des espaces qui me permettent de communiquer dans cette langue-là aussi. Puis d'un deuxième volet, ben, en français, on reçoit, dans la communauté francophone, on ressent aussi un grand retard en termes d'inclusion, d'intersectionnalité, de connaissances sur les diversités. Puis quand on parle à différentes personnes issues de la diversité, on entend souvent que, comparément aux communautés anglophones, on a environ un retard de 5 à 10 ans quand il en vient aux questions d'inclusion, de diversité, d'équité. Puis c'est, comme tu dis, Chuck, c'est un choix quotidien de choisir qu'on s'identifie à la communauté francophone parce que ça serait beaucoup plus simple dans plein d'espaces et plein d'exemples de se tourner vers la communauté anglophone où il y a plus de choix pour les services, il y a plus de choix pour les espaces communautaires et particulièrement cette variété de choix apporte souvent une plus grande variété d'espaces informés, d'espaces bienveillants, d'espaces pertinents aux différentes identités qu'on tient en tant que personne qui n'est pas simplement francophone. Puis un exemple que je donne toujours pour faire rendre ça plus matériel ou tangible, cette différence-là, ou à quel point ça serait facile d'aller vers l'anglais, c'est que en tant que personne qui a besoin de services de santé, lorsque je me tourne vers des services de santé que je dois choisir, je dois hiérarchiser mes identités, je dois prioriser qu'est-ce que j'ai besoin. Donc, premièrement, je me demandais est-ce que le prestataire de services de santé va comprendre mon identité de genre, va être en mesure de m'offrir des services qui sont appropriés en tant que personne trans ou personne queer. Ensuite, je vais me demander, est-ce que mes problèmes de santé mentale ou les besoins que j'ai vont être blâmés sur le fait que je suis racisé, que je sois autochtone? Est-ce que je vais recevoir des services qui sont pertinents culturellement et informés pour que ça soit efficace et que ça fonctionne bien avec ma culture, mes besoins? Puis après avoir posé toutes ces questions-là, je peux presque jamais me demander est-ce que ces services vont être en français.
en tant que personne qui habite en Ontario. Et ça c'est que même si je suis à Toronto, que je suis à Kingston, à Ottawa, grande ville, petite ville, cette question reste toujours la même. Je ne me rends pas au point où je peux me demander si les services que je vais recevoir vont être en français. Euh, et donc, c'est le fait que ça soit une langue coloniale, le fait qu'il y ait un retard au niveau de l'inclusion, de l'intersectionnalité, je dirais que ça, c'est les deux plus grands défis qui me mènent à devoir vraiment choisir quotidiennement de maintenir une identité francophone. C'est tellement bien résumé ça et il y a beaucoup de ce que tu as porté qui a résonné avec moi. Même en tant que quelqu'un qui est cisgenre, même quand je cherche des services de santé, j'ai besoin de hiérarchiser mes identités aussi, right? Parce que je sais que le système médical au Canada, il y a beaucoup de racisme médical dans ce pays. Et donc, quand je cherche un médecin, moi, je cherche un médecin qui au moins va me prendre au sérieux. C'est quand je dis que je suis en douleur, la personne ne va pas dire, ah, mais t'es noir, t'as plus de capacité à gérer les douleurs. Je sais pas, j'ai aucune capacité à gérer les douleurs. J'ai aucune idée d'où vient cette idée que le noir peut porter plus de douleurs, parce que je suis faible. Je veux souligner ça. Je suis faible, je suis faite pour une vie soft life, là. Je suis pas faite pour la vie dure, hein. Mais je me sens le besoin de comme hiérarchiser mes identités parce que c'est une question de vie ou de mort. Et même quand je suis capable de trouver un médecin francophone, vu que je suis francophone issu de communautés minorités, je suis assez habitué d'avoir besoin de parler de mes besoins de santé en anglais parce que je suis inondé des... euh, je suis immersé dans l'anglophonie. Et ça fait en sorte que même si je parle français, parfois je connais les noms d'une maladie uniquement en anglais. Et donc, quand je parle avec un médecin francophone et je suis juste là comme, oui, ma peau a commencé à me gratter, je crois que j'ai l'examen. Puis il me regarde, puis il est comme, tu ne veux pas dire, et puis il me donne le nom propre en français. Je suis juste là comme, je ne suis pas ici pour une leçon en français, monsieur. Je suis ici pour être traité. Ça, je me sens moins en sécurité avec toi, vous que vous avez décidé que c'est le bon moment pour corriger mon français. Tu as aussi porté point sur le retard sur l'inclusivité et les conversations sur l'inclusivité dans la francophonie. Et je trouve ça très puissant parce que on reconnaît que la communauté francophone est marginalisée au Canada. Mais ce qui est intéressant, c'est une communauté marginalisée qui, lorsqu'il y a le pouvoir associé, marginalise d'autres communautés ou d'autres sous-communautés. I mean, même pendant le mouvement de Black Lives Matter et la mort de George Floyd, il y avait comme beaucoup de francophones qui se levaient pour être comme, mais nous, on vit la discrimination aussi. Et je suis comme, OK, cool, mais regarde, nous deux, on est francophones, nous deux, on vit la discrimination francophone, mais moi aussi, je suis noir. So, je suis francophone et noir. Est-ce qu'on voit ce que je suis en train de faire? Like, il y a des ajouts, il y a comme des complexités à reconnaître. Je suis content quand dans la francophonie albertaine, on a commencé à avoir des conversations beaucoup plus difficiles. Est-ce que ça veut dire que les conversations vont bien? Pas forcément. Mais au moins, on a la conversation parce que je sais qu'il y a d'autres francophonies qui n'ont même pas lancé de conversation. Donc, on prend le petit wins. Geneviève, je veux te céder la parole un peu au cas où tu as quelque chose à ajouter à cette conversation. Oui, ben, je veux remercier Georgie parce que tu as tellement bien parlé que j'ai oublié mes points, mais je suis en train de me rappeler de ce que je parlais. Mais moi aussi, j'ai quelques points à discuter, especially pour la réalité en Colombie-Britannique. J'en ai 3 en ce moment, je vais aller vite, je pense. Mais la première, on doit retourner à mes parents parce que même si je suis quelqu'un qui a l'apparence blanche, je suis mixte et ma mère est à moitié jamaïcaine. Alors, quand ma mère était enfant, sa mère est blanche et son père est noir. Son père parlait pas français, mais sa mère venait de la Saskatchewan, puis ils sont déménagés au Manitoba. Et quand ma mère était née, elle voulait aller à une école francophone parce que sa mère parlait le français. Et c'était difficile pour elle de rentrer à une école francophone. Et heureusement, elle a eu la chance, mais elle et sa sœur, c'était une des premières filles noires dans leur école. Je pense que c'était privé au Manitoba. Et quand ils ont déménagé ici, puis ils voulaient me mettre dans l'école francophone, il y a les règles des ayants droit, puis ceux qui ont le droit d'être
dans des programmes francophones. Et je sais qu'il y a quelques provinces qui sont en train de changer les règles puis regarder à ça. Mais ici en Colombie-Britannique, tu as besoin d'un parent qui parle le français. Et moi, j'ai eu des problèmes avec ma mère où ils pensaient que ma mère n'était pas ma mère parce qu'elle est plus foncée que moi. Puis c'est difficile de convaincre quelqu'un, même si on a le même visage, que vraiment c'est ma mère. Puis elle parle le français, moi je peux parler le français. Alors le problème d'être ayant droit, ça vraiment arrête beaucoup de personnes le processus de commencer à s'intégrer dans la communauté francophone parce que heureusement, mes parents ont vraiment battu pour mon droit, mais il y a quelques personnes qui voient ce barrière puis se disent ça va être tellement plus facile d'aller à une école anglophone, jusqu'au point où moi j'étais inscrite dans une école anglophone jusqu'au jour avant que l'école a commencé, parce qu'il s'est dit que si jamais ça ne fonctionne pas, ils allaient me mettre dans une école anglophone. Alors, être capable de s'intégrer dans la communauté francophone avec les règles de ayant droit, ça peut être vraiment difficile pour des personnes. Mais aussi, pour moi, comme quelqu'un qui a gradué l'école secondaire en français, qui voulait aller poursuivre des études en français, en Colombie-Britannique, on a quelques options pour des écoles postsecondaires en français et l'école éducationnelle, qui est une école en ligne, et à quelques programmes, et le BAF, à SFU, le Bureau des affaires francophones et francophiles de l'école Simon Fraser University. Ils offrent des programmes en français qui est super, mais je crois qu'en ce moment, le French Cohort Programme a que 3 programmes, qui est la science politique et le français. Et je pense qu'il y a un autre programme que malheureusement, je ne me rappelle pas maintenant, qui est super pour commencer, mais comme quelqu'un qui veut étudier le santé puis la kinésiologie, j'ai dû choisir aller à l'Est pour vivre ma francophonie ou continuer ici en anglais dans le sujet que je voulais. Alors, j'ai choisi de continuer mon éducation en anglais, mais de m'intégrer dans la communauté francophone à l'extérieur de l'école, que beaucoup de personnes qui, après le secondaire, pensent qu'ils n'ont pas beaucoup d'options après le secondaire pour s'intégrer en français. Et heureusement, ici en Colombie-Britannique, on a le BAF, mais on a aussi le Conseil jeunesse francophone qui va jusqu'à l'âge de 25 ans et on fait des événements 19+ pour tous ceux qui veulent venir. Mais c'est des choix vraiment que des jeunes doivent faire pour vivre leur identité francophone. Et aussi, la sécurité linguistique, c'est quelque chose qui relie beaucoup à l'intégration des jeunes ici en Colombie-Britannique parce qu'on n'a pas beaucoup de représentation dans toutes nos sphères de personnes intersectionnelles en français. Parce que si on voit, par exemple, en cours, quelqu'un, un musicien ou quelqu'un, souvent ils ont une identité, souvent c'est, ou ben, tout le monde a plusieurs identités, je ne devrais pas dire ça, mais souvent c'est des personnes qui sont blanches, cisgenres, hétérosexuelles, qui viennent du Québec, et c'est les identités qu'on perçoit. Alors après, on dit que on n'a pas leur accent, alors on ne va pas être capable de continuer dans la communauté francophone. On dit que parce que aussi, pardon, je divulgue, mais beaucoup de nos profs ici en Colombie-Britannique, ils viennent ou du Québec ou de la France ou d'un pays majoritaire français ou une province. Alors, ils ne connaissent pas les réalités des jeunes ici en Colombie-Britannique. Alors, quand on commence nos cours, souvent, l'insécurité linguistique commence avec les enseignants. Et quand tu es, par exemple, en maternelle, en 2e année, puis moi, j'ai eu un prof qui a fait rire de mon accent parce que j'ai déménagé du Manitoba. On était dans le bureau des enseignants. Tous les enseignants autour, ils ont entendu ça, puis ils ont rié, puis c'était tout. Mais moi, j'étais en 6e année. Mon frère, c'était l'enseignant de mon frère qui était en 2e année. Et en 6e année, j'ai dû avoir le courage de dire à cet enseignant, si tu fais ça à mon frère, c'est pas correct parce que lui est en 2e année. Et comme quelqu'un en 6e année, comme j'avais comme 11 ans, 12 ans, je ne devrais pas avoir à dire ça à un enseignant pour faire rire de mon accent. Et moi, je suis quelqu'un qui maintenant, je change mon accent, cependant à qui je parle, parce que pour moi, c'est une méthode de sécurité, de faire certain que moi, je vais être capable de me faire comprendre, que personne ne va rire de moi. Et c'est quelque chose que j'ai appris dès mon enfance. Et si ça serait tellement plus facile pour moi de dire, je vais aller à une école anglophone où les enseignants vont pas rire de mon accent. Si je vais dans
les cours immersion, ça va être facile parce que je vais être capable de faire ça sans personne rire de mon accent. Mais aussi, ça vient aux questions d'intégrer les jeunes d'immersion dans la communauté francophone parce que eux, là, ils disent il y a des personnes qui disent que l'immersion, c'est plus facile, qu'on a des accents anglophones, que quoi que ce soit. Mais eux aussi sont des personnes qui peuvent s'identifier comme francophones, ils peuvent venir dans nos communautés. Alors, je pense que c'est une grosse question. J'ai un peu laissé plein de petits comme tendrils d'informations, mais c'est des difficultés, c'est toutes des choses qu'on doit penser pour avoir l'identité francophone. Comme Chuck t'a dit, c'est un choix. Tu dois faire des choix à chaque jour pour vivre dans la francophonie. Des fois, c'est des choix faciles. Des fois, c'est des choix de déménager dans une autre province puis recommencer une vie à quelque part d'autre. C'est des choix qu'on doit faire à tous les jours. Et je pense que c'est des choix importants, mais c'est des choses que chaque personne prend différemment. Pour moi, je suis très fière de mon identité francophone et j'ai l'opportunité de m'intégrer dans la communauté francophone après le secondaire. Mais c'est quelque chose que tout le monde doit faire le choix et doit avoir les outils de faire ses choix. Je pense qu'avoir l'information, de faire des choix informés, c'est important. Merci beaucoup, Geneviève. J'adore être dans une salle, même si c'est une salle virtuelle avec vous tous, parce que j'ai beaucoup de similarités avec mes expériences. Je me rappelle, c'était à l'université pendant ma maîtrise. So, moi, j'étais full adulte. Hein. Je n'étais même pas comme mon 6e ou quoi que ce soit. J'étais à l'Université de Montréal et c'était la journée d'accueil. Je commençais comme jaser avec les gens. J'étais comme, oh my God, je vais faire de nouveaux amis. Puis j'ai rencontré une personne, étudiante internationale de la France. Elle m'a commencé à jaser, puis elle est comme, excuse-moi, j'ai du mal à te comprendre. Et moi, je l'ai regardée, puis je suis comme, pardon, je ne savais pas que tu es bête. Puis elle m'a regardé comme quoi. Je suis comme, ben, je sors des mots en français. Toi, tu ne me comprends pas. Ben, c'est clairement ta faute. Puis là, on s'est taisé tout de suite. Et on est devenus de très bons amis après. So, anyway. Mais vos propos, Geneviève, nous a amené à notre troisième question, qui est comme les jeunes francophones. Right? Comment les jeunes francophones forgent-ils, elles, leur identité culturelle dans un contexte anglo-dominant? Je vais commencer avec Michael, parce que Michael, vous faites la recherche avec et chez les jeunes personnes. Et donc, je suis curieux de savoir, selon votre recherche, leur identité culturelle en tant que jeune dans la francophonie, dans un contexte anglo-dominant, qu'est-ce qui se passe, comment ça forme, qu'est-ce qu'on voit? Merci bien. Peut-être que pour toucher un peu à la question précédente, ce serait bien d'ajouter à cela, parce que ça permet de répondre à cette question-là, la question que vous venez de poser. C'est de se voir aussi que vous voyez, les politiques en place, en fait, ne favorisent pas la vitalité des communautés minoritaires francophones. Moi, j'ai fait ma maîtrise ici à l'Université de Regina et je peux vous dire catégoriquement que pendant ma maîtrise, je ne savais pas qu'il y avait une communauté francophone en Saskatchewan, de façon générale. Alors, c'est lorsque je suis revenu à travailler que j'ai découvert cela. Et tout de suite, je me suis identifié à cette communauté-là, parce que le français occupe quand même une place importante, moi, dans ma vie. Alors, oui, effectivement, j'ai mené une étude auprès des jeunes, et ce qui m'a poussé à le faire, c'était, on entendait beaucoup dire que les jeunes ne s'intéressent pas trop, vous voyez, au français, c'est plus l'anglais, ainsi de suite. Donc, alors moi, je voulais simplement savoir, est-ce vraiment le cas? Qu'est-ce qui se passe avec la jeune? Et aussi, lors de mes cours, vous voyez, parfois je pose la question parce qu'on a des cours en sociolinguistique, on en parle beaucoup en classe. Je peux vous dire catégoriquement qu'on a un problème. D'abord, je commence par les jeunes qui ont fait l'immersion française.
tout de suite, lorsque je leur pose la question, ben, vous parlez français, vous êtes bilingue, ainsi de suite. Est-ce que vous vous sentez francophone? Est-ce que vous êtes francophone? La réponse a été tout le temps non. Et là j'ai entendu Geneviève parler tout à l'heure, Georgie aussi, qui disait, oui, je suis francophone, mais non, je ne suis pas anglophone. Alors, tu vois, vous voyez, c'est les deux côtés. Les autres aussi, même, on apprend la langue, et puis on dit, mais on ne s'identifie pas. On n'est pas du tout, pas partie de cela. Alors, mais pour revenir, comment est-ce qu'il forge ici en Saskatchewan? Donc, je serais vraiment, je parle de la Saskatchewan et les quelques jeunes qui ont participé à l'étude, ils reconnaissent tout de suite que c'est très difficile. C'est ça la réalité. Et on a parlé de choix depuis le début. On ne cesse de parler de choix, de choix, de choix, de choix. Et pour eux aussi, non seulement c'est un choix, mais aussi c'est une lutte quotidienne. Quand on se lève le matin, surtout lorsqu'on n'est plus avec les parents, vous voyez, on sort maintenant, on a notre autonomie. Parfois, à la maison, il y a la politique linguistique à la maison qui nous oblige, les parents nous obligent à parler français avec. Mais une fois qu'on sort de la maison, là, ça devient une lutte quotidienne. Et pour ces jeunes-là, ils essaient tout simplement de tirer avantage des services qui sont offerts en français. Il n'y en a pas beaucoup en Saskatchewan, comme vous le savez bien. Il n'y en a pas beaucoup, étant donné la politique linguistique en place qui favorise plus l'anglais que le français. Donc, si jamais ils ont l'occasion de suivre des cours, ben, on est encore petit ici à l'Université de Regina. On n'est pas encore un gros campus ou quelque chose, mais tranquillement, on y travaille. Donc, si jamais ils ont l'occasion de suivre des cours avec nous, ils vont venir suivre des cours. Donc, parfois, dans nos cours, on a des étudiants en sciences, ainsi de suite, qui vont se retrouver, sciences humaines et sociales surtout, qui vont se retrouver dans nos cours. Parce que là, ben, ils ont des cours optionnels, ils peuvent passer, ils peuvent le faire. Et moi, j'ai trouvé ça aussi assez intéressant parce que pour eux, ils se disent tout simplement, vous voyez, ce sont des choses banales. Ils m'ont dit non, et parfois ils m'ont montré, ils disent, mon téléphone, l'interface ou l'ordinateur, c'est en français. Là, ça, chaque fois, ça me permet, parce que l'environnement ne favorise pas cela, mais là, lorsque j'interagis avec mon ordi, ainsi de suite, j'ai quand même l'occasion de, c'est comme si je parle français. Donc, je lis en français, donc, voilà. Donc, les services comme ça, voilà un peu comment ça se fait. Et un autre point assez intéressant que j'aimerais souligner, peut-être pas directement relié à cela, c'est lorsque je parlais tout à l'heure de lutte quotidienne, je vois ça de deux façons. Et là, je l'ai trouvé, c'est l'un des résultats aussi de mon étude auprès des jeunes. Je veux parler de lutte quotidienne, c'est à deux niveaux. Peut-être pas quotidienne, mais la lutte que mène la jeunesse ou les jeunes en Saskatchewan, et je pense que c'est la même chose aussi ailleurs au Canada. D'abord, ils ont la lutte interne parce que le français n'est pas là, donc il faut lutter chaque fois pour dire oui, je veux garder cette identité francophone qui m'appartient au plus profond de moi, c'est qui je suis. Mais de l'autre côté, Geneviève parlait de la sécurité linguistique tout à l'heure. Alors, il y a double insécurité pour ces jeunes. Vous voyez, déjà par rapport au français de référence, vous voyez, en France, et moi j'entends tout le temps ça dans mes cours. Des jeunes qui ont été au Québec et qui disent tout de suite, lorsqu'on commence à parler en français, on leur dit non, t'es pas francophone. Et là, il y en a certains, certaines de ces personnes vont juste changer et leur parler en anglais, plutôt. Et là, même si la personne persiste, parfois les participants, les étudiants sont offusqués. Ils disent, mais non, je veux quand même garder, qu'on continue la discussion en français, parce que c'est ça, je suis francophone, donc voilà, et ça continue comme ça. Donc vous voyez, non seulement à l'interne ici, il y a cette lutte-là, mais même au Canada, avant même de sortir du Canada, lorsqu'on se déplace un peu vers l'Est, il y a un gros problème. Du coup, la question qu'on se pose, c'est, ben, on va parler de ça peut-être à la fin, mais cette identité, qu'est-ce qui va se passer avec le temps?
Vous voyez, l'insécurité linguistique, ben, si vous dites, ben, vous ne voulez pas m'accepter en tant que francophone, alors je vais garder le nom francophone et je vais plus vers la communauté anglophone qui va m'accepter. De toute façon, je parle très bien anglais, donc il y a sans accent, hein, je mets ça en griffe là, sans accent, donc je peux m'identifier facilement avec la communauté anglophone. Donc je vais plus dans cette direction-là. Voilà pourquoi moi, ouais, au niveau de mon étude, c'est ce qui est ressorti. Ils disent que ça, c'est une lutte quotidienne. Et puis là, ils se disent aussi, est-ce que mon français sera accepté? Et là, ça ne s'arrête pas seulement avec ça. Même à l'interne, je disais tout à l'heure, des personnes qui viennent d'ailleurs aussi, par exemple, qui ne sont pas issues des communautés minoritaires, mais peut-être qui, je ne sais pas, qui viennent de la Belgique, d'Afrique aussi, des pays francophones africains, qui parlent très bien français. Alors, tout de suite, lorsque ces personnes parlent, on a tendance à se dire, oh non, je ne suis pas à l'aise, mon français n'est pas autant bon. Alors, aussi bon que ce que j'entends, alors tout de suite, je vais me retirer. Mais je peux vous dire, malgré cela, euh, la jeunesse, moi j'ai été surpris, la jeunesse travaille fort. Ah bah, il y a des exceptions. Il y en a qui ont, vous voyez, le transfert linguistique. Là, il faut l'avouer, là. Qui ont juste dit, voilà, moi j'en ai assez, là, je passe en anglais. Voilà, c'est ça. Et puis finalement, bon, ils ont des difficultés à parler le français. Mais il y en a qui travaillent farouchement là-dessus, qui luttent farouchement, qui se disent, non, cette langue, elle m'appartient. Je ne veux pas simplement m'identifier à cette langue par héritage, par naissance, mais je veux aussi appartenir à cette langue. Je veux pouvoir la parler. Et il y a cette notion de transmission intergénérationnelle. Moi, il y a des jeunes qui m'ont dit carrément que si je ne garde pas la langue, la transmettre à la prochaine génération, c'est comme si c'est un échec quelque part. Et ils ne veulent pas que ça se passe à leur niveau. Voilà, je m'arrête là. De toute façon, on peut continuer, mais on a d'autres questions là. Voilà, merci. Ah, j'adorais. Oh mon Dieu. Ah, j'adorais. Like, c'est vraiment. Encore, je suis juste en train de comme m'affirmer ici, hein, parce que chaque fois que chacun de vous parle, je suis juste là comme, je m'identifie avec ça. Ah, ça, c'est mon expérience aussi. Ah oui, j'ai vécu ça aussi. Oh, je suis ce jeune dont tu parles. Ça, j'adore. Oh mon Dieu. Euh, avant que je me lance sur des propos émotionnels, Geneviève, toi, tu es vice-présidente d'un conseil jeunesse en Colombie-Britannique, un conseil jeunesse francophone en Colombie-Britannique. Et selon toi, je te pose la même question. Comment les jeunes francophones forgent-ils lier leur identité culturelle dans un contexte, surtout avec la Colombie-Britannique? Je crois que parmi toutes les francophonies, la Colombie-Britannique est comme le plus anglo-dominant. Votre gouvernement offre moins de services en français que nos autres gouvernements. Et ça ne veut pas dire que nos autres gouvernements offrent de bons services en français. Hein. Mais même avec l'aéroport de Vancouver, j'ai une petite histoire assez rapide. À l'aéroport de Vancouver, j'ai fait un programme bilingue avec le gouvernement du Canada. On était supposé comme aller de Vancouver à Haida pour faire un projet. Et quand j'étais à l'aéroport de Vancouver, je parlais uniquement en français. Normalement, quand je suis dans les aéroports, j'ai préférence de parler en français. Et les gens étaient comme, oh, on n'a personne ici qui parle français. Je suis comme, oh, vous avez des gens qui parlent quelle langue? Et ils ont comme, ah, ben, on a des gens qui parlent mandarin. So, tout de suite, j'ai changé en mandarin parce que, heureusement, je parle mandarin. Parce que j'ai refusé d'être servi en anglais. J'étais comme, soit c'est mandarin, soit c'est le français, soit je parle pas. En tout cas, Jean-Pierre, je te cède la parole. Oui, merci. Un peu comme Michael, c'est difficile de ne pas sauter à la fin. C'est pas difficile de ne pas continuer puis aller à toutes les questions en même temps. Mais pour la Colombie-Britannique, comme tu as dit, c'est vraiment quelque part où on a beaucoup de langues dominantes. Et le français, j'ai pas les statistiques, mais c'est pas comme même le top 3, je pense. So, c'est plus facile souvent d'avoir des services en d'autres langues que le français, je dirais. Et parce que l'anglais, c'est la langue dominante, c'est souvent, qu'est-ce qu'on voit dans la communauté francophone ici en Colombie-Britannique, c'est la diabolisation de l'anglais, où on dit comme vous pouvez parler toute autre langue sauf l'anglais. Dans nos écoles, il y avait des jeunes qui parlaient le farsi, le mandarin, ils se parlaient dans le corridor, mais dès que quelqu'un parlait en anglais, c'était non, tu parles pas en anglais, like, ça doit être en français. Alors,
quand tu dis à des jeunes de ne pas faire quelque chose, souvent, ils veulent faire ce que vous le dites. Alors, quand on dit spécifiquement de parler pas en anglais, les jeunes souvent vont transférer en anglais. Alors, vraiment, je pense que la sensibilisation de la communauté, de aussi, comme Michael a dit, juste enseigner sur la sécurité linguistique, c'est quelque chose de très important parce que sinon, il y a des personnes qui ne réalisent pas que leurs mots font du mal à des jeunes. En Colombie-Britannique, les jeunes, après un événement qu'on a eu au Conseil jeunesse, on a décidé de créer un comité sur la sécurité linguistique où à chaque année, on grandit, mais on fait des présentations et des ateliers dans la communauté pour sensibiliser des parents, des enseignants, des ministres, des jeunes sur c'est quoi la sécurité linguistique et l'insécurité linguistique basée sur la recherche du docteur en sociolinguistique Suzanne Robillard, qui a étudié à l'Université d'Ottawa. Et elle nous a aidé à faire toute notre recherche. Ouais, ben, on s'est basé sur sa recherche de maîtrise. Alors, c'est vraiment basé sur les sciences, ce qu'on fait. Alors, ça nous aide à avoir un peu de crédibilité aussi dans la communauté, parce que souvent, quand les jeunes font des présentations ou partagent de l'information, on se fait dire qu'on est trop jeune pour savoir ça ou on est trop, les jeunes, ils sont découragés, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils parlent, mais vraiment, si on se base sur les sciences. Alors, vraiment, les jeunes, ici en Colombie-Britannique, forger une identité francophone, ça prend beaucoup d'efforts. Ça prend avoir des ressources, avoir des comités qui font du travail pour eux pour aller dans les communautés sensibiliser sur la sécurité linguistique. Mais ils travaillent très fort, mais je ne veux pas aller trop dans les autres questions parce que j'ai beaucoup plus à dire sur les autres questions sur les jeunes aussi. Mais je pense que dans la situation anglo-dominante ici en Colombie-Britannique, ça prend beaucoup d'efforts. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, donc ça qu'on entend est comme à quel point ça prend des efforts pour forger une identité, pour agir sur cette identité et surtout pour lutter contre, en général, comme, disons, une oppression linguistique qui disent, ben, vous n'avez pas forcément le droit ou votre langue est moins importante. Et ce que je trouve vraiment important, c'est cette hiérarchisation des langues où on dit, ah ben, cette langue est moins importante que cette autre langue, au lieu de juste avoir la capacité d'offrir des services, des efforts dans plusieurs langues, surtout s'il y a plus qu'un certain nombre de locuteurs, locutrices. Ça, c'est vraiment intéressant. Et ceci mène à la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager la participation? Généralement, la question était comme, comment pouvons-nous encourager la participation des jeunes dans la vie communautaire francophone? Mais je vais élargir la question pour dire, comment pouvons-nous encourager la participation des personnes double marginalisées dans la francophonie pour participer à la vie communautaire francophone. On reconnaît que les jeunes sont marginalisés au Canada dans un contexte canadien. Je crois que c'est largement dans un contexte mondial aussi. On voit des efforts pour impliquer les jeunes dans les efforts de faire des décisions parce qu'on reconnaît que les perspectives des jeunes ne sont pas forcément toujours prises en compte. Mais aussi, je veux incorporer également les perspectives immigrantes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que les immigrants se sentent voudraient en effet participer à la vie francophone, à les personnes autochtones, les personnes queer surtout, right? Parce qu'on sait également que la vie queer se passe presque uniquement en anglais au Canada. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour comme queer up un peu la francophonie, tu sais, toutes ces questions comme ça. C'est une question pour tout le monde, je vais commencer avec Georgie. Oui, si je commence par les jeunes, je pense que ça va nous amener au sujet plus large des différentes sous-communautés ou sous-groupes au sein de la francophonie. Puis quand je pense à l'inclusion de la jeunesse, encourager la participation des jeunes dans cette vie communautaire-là, parce qu'il faut repenser à la valeur qu'on donne à la jeunesse dans notre communauté. Puis Geneviève, tu commençais à en parler déjà, mais euh, un sujet, moi, qui me fascine beaucoup dernièrement, c'est d'entendre parler de adult supremacy, la suprématie d'adultes.
et à quel point dans notre communauté, dans le monde western aussi particulièrement, on hiérarchise encore souvent la valeur ou la crédibilité des membres de nos communautés et à travers cette hiérarchie-là, les jeunes, même si on comprend que leur input est nécessaire, est quand même perçu comme moins poignante, comme moins lourde dans comment on prend nos décisions. Puis je pense que ça se ressent dans la francophonie. On voit tellement d'initiatives importantes pour les jeunes. Je pense surtout aux efforts nationaux de la FJCF. Qui apportent beaucoup d'informations pertinentes, d'opportunités pour les jeunes, qui représentent les jeunes aussi dans différents secteurs et milieux au sein de la francophonie. Mais ils sont quand même très souvent limités à parler seulement d'enjeux jeunes. On parle des jeunes, on parle de l'engagement communautaire jeune, mais les jeunes devraient avoir leur main aussi dans tous les éléments de notre communauté, tous les éléments de gouvernance, d'organisation communautaire. Ça serait pas, on devrait pas mettre les jeunes seulement dans une boîte où, ah ben, t'organises des choses pour les jeunes. On se tourne seulement vers les jeunes. Ça devrait être une plateforme pour donner l'opportunité aux jeunes de mettre la main dans chacune des sphères de gouvernance de nos communautés. Puis je pense que ça fait la même chose au niveau des communautés ou des personnes qui sont identifiées à d'autres identités marginalisées. Ou moi, en donnant un exemple très concret, ça fait 4 ans maintenant que je suis impliqué au sein de la francophonie. Et encore à ce jour, je me fais appeler pour contribuer seulement à des éléments où on va parler d'inclusion, on va parler de langage inclusif, de EDI en général. Alors que si on ne me met que dans une boîte EDI, l'impact EDI va rester une boîte à cocher. Alors que les perspectives diversifiées, les perspectives plurielles devraient faire partie des conversations plus larges et on devrait être rendu plus loin ou plus avancé ou avoir fait du progrès assez pour que ça soit la réalité, que des gens de diverses réalités plurielles soient autour de la table, qu'on ne soit pas obligé de créer des sièges mandatés pour une personne queer sur un CA, des sièges mandatés pour une personne aînée sur le CA. Ça devrait être des réflexes qui sont tellement innés et on devrait avoir reconnaître une valeur importante à l'input de chaque personne de notre communauté, qu'on n'est pas obligé de mandater les organisations à respecter ces éléments-là pour assurer une représentation équitable au sein des partis de gouvernance et de plaidoyer de nos communautés. Mais on n'est pas encore là en ce moment. On est encore à devoir mandater, à devoir faire des projets EDI, de faire des initiatives EDI. Et c'est pas encore quelque chose qui fait partie de notre fondation, qui fait partie de nos réflexes, de notre quotidien. Mais ça, je pense que ça nous heurte beaucoup à encourager la participation des jeunes puis des personnes à multiples identités marginalisées dans nos communautés. Parce que soit on tombe dans une boîte, le tokenisme embarque, ou soit on se sent vraiment juste limité ou décrédibilisé, invalidé dans des espaces qui ne touchent pas simplement aux identités qu'on représente. Oh, ça c'est fort. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi chaque fois que je vois un événement en français, si ce n'est pas directement lié à l'IDI, l'antiracisme, l'anti-oppression, souvent je ne vois pas de visages divers. Like, lorsque je vois un événement, voici comment faire, like le marketing 101, mais en français, et je vois comme 5 orateurs, oratrices, et il n'y a aucune personne de couleur, puis juste là, comme il y a 5. C'est certain que vous pouvez comme intégrer à quelqu'un ici ou là-bas. Donc, merci pour ça. Michael. Ah, ben merci. Alors, pour ne pas répéter ce qu'a déjà dit Georgie, je veux juste ajouter un point à cela. Vous voyez la perception ou même la conception qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est ressorti dans mon étude aussi. C'est on a une petite communauté francophone ici, mais il y a cette division un peu. Là, on dit aussi les décideurs, les acteurs sociaux des organismes, et la jeunesse est de l'autre côté. Et la jeunesse, elle n'est pas forcément prise en compte parce que là, on se dit, ben, et encore moins parce qu'on se dit, non, les choses ont changé aujourd'hui. Voilà, cette conception qu'auparavant, ah oui, le français, les jeunes aujourd'hui ne parlent pas français. Voilà. Alors, je généralise un peu ici, c'est pas tout le monde comme ça,
Mais c'est quelque chose qui est quand même ressorti. Et là, moi, je me suis dit, mais pourquoi ne pas rapprocher ces jeunes-là? Et parfois, on organise, pardon, des activités qui n'interpellent pas la jeunesse. Il faut l'inclure dès le départ. Qu'est-ce que vous voulez faire en fait? Parce que ce sont eux l'avenir, si vous voulez. C'est cette jeunesse-là qui représente l'avenir de la francophonie. Et là, je parle encore dans le contexte francescois. Et ça peut être différent en Alberta parce que vous avez quand même des communautés un peu soudées là, mais en Saskatchewan, on est éparpillé un peu partout. Alors, donc, ce serait bien de reconnaître, évidemment, il faut reconnaître qu'il y a une association jeunesse francescoise qui est là, qui travaille à le faire, mais ce serait bien d'inviter les jeunes à occuper des postes assez importants et leur permettre de prendre des décisions. Je ne vais pas parler de coup d'État, là, si vous voulez. Là, on laisse les jeunes plus ou moins diriger un peu ce qui se passe dans la communauté, leur laisser la place parce que lorsqu'ils sont impliqués, ils sont occupés les décisions, ils savent exactement. En fait, je veux dire qu'ils connaissent le langage de la jeunesse. Donc, il faut prioriser cela. Et ce qui attire la jeunesse aujourd'hui. Ouais, on est dans un monde qui se réinvente chaque fois. Aujourd'hui, avec les technologies, avec tout ce qui se passe autour de nous. Alors, si on n'inclut pas ce volet dans ce qui se passe au sein de la communauté, à mon avis, je pense qu'on va repousser encore la jeunesse. Je ne vais pas aller dans trop de détails, mais un élément qui est sorti de moi dans mon étude, c'est les jeunes qui se plaignent. Ils disent qu'il y a des chicanes dans la communauté. Alors, eux, ça ne les intéresse pas, ces chicanes-là. Ce qui les intéresse, c'est on veut des services. On veut que vous répondiez à nos besoins. On veut des activités communautaires qui répondent à nos besoins pour garder. Reconnaissez qu'on lutte pour garder notre identité francophone et faites des choses dans la communauté pour nous encourager à le faire. Ça, on n'a pas tout le temps. Alors, je ne sais pas, je vois, ben, tout le monde fait un peu la tête comme ça, hoche la tête, et puis je me dis peut-être que c'est la même chose dans votre secteur aussi. Mais c'est ça un peu la réalité aujourd'hui avec les jeunes. Je pense qu'il faut, plutôt que de les regarder comme des personnes très, très jeunes qui n'ont pas l'expérience, moi, je dirais de faire le contraire. Voilà. Merci. Merci beaucoup, j'adore ça. Le moment que tu as dit parler le langage des jeunes, j'ai pensé tout de suite à TikTok et je suis comme, ah, peut-être il ne faut pas dire ça forcément. Mais avant que je te cède la parole, il y a des questions issues du public qui sont assez semblables à la question que je viens de poser, mais je veux les reformuler pour capturer ça. Donc, la question du public, comment pouvons-nous cadrer les efforts communautaires pour inclure les populations double marginalisées, les populations marginalisées au sein de la francophonie, en plus de faire partie d'une population marginalisée de la francophonie? Et quelqu'un d'autre a précisé dans la boîte questions-réponses, en lien avec la question sur l'assimilation, l'intention n'est pas d'imposer la francophonie, mais plutôt de la rendre plus inclusive pour aider ceux et celles-là qui veulent être inclus ou à le réintégrer. Je pensais, j'ai trouvé ça intéressant, cette idée de que si quelqu'un décide, tu sais quoi, like, ça c'est trop un fardeau pour moi, je ne veux pas dealer avec ça, cette prof m'a humilié ou je suis tanné de comme le fait qu'on ait 5 pas de recul quand c'est par rapport à la justice, je vais entrer dans l'anglophonie, on a l'habitude de les avoir abandonnés, qu'est-ce qu'on peut faire pour les réaccueillir dans la francophonie? Geneviève? Oui, alors, un peu comme Géorgie, je vais commencer avec les jeunes, mais je vais comme me diriger. Mais aussi, quand vous autres, vous parlez, j'ai 2 pensées. Je vais répondre à ces pensées. Ensuite, je vais passer à mes points. Mais un pensée que j'ai, c'est que souvent, les jeunes vont à des événements, j'ai pu participer à des sommets, des événements, on dit plus adultes, où c'est moins les jeunes qui participent, mais où on est présent. Et je réalise qu'il y a beaucoup de conversations qui arrivent dans le monde adulte que les jeunes on a déjà eu, où il y a des outils que les jeunes ont à leur disposition, que les adultes, ils pensent à ça comme c'est une nouveauté, mais comme ça existe déjà dans le monde de la jeunesse. Je pense que c'est vraiment intéressant quand, si les jeunes étaient inclus au début, on aurait déjà ce partage d'informations et ces outils seraient déjà
accessibles, comme le FICF, la Fédération Jeunesse canadienne-française, comme Géorgie a déjà parlé. Ils ont une plateforme qui s'appelle Touski, où ils ont des vidéos de formation, des bundles de vidéos pour, par exemple, la gouvernance, les finances, plusieurs choses pour les jeunes, mais l'information s'applique à des organismes à but non lucratif. Alors, c'est des choses qui pourraient être transmises à le monde adulte, dirons. Mais l'autre chose que je pensais, c'est que, comme un peu Michael a dit, les jeunes, on lutte souvent pour vouloir parler en français, les droits de la francophonie, mais les jeunes veulent aussi parler d'autres choses en français, comme les jeunes veulent souvent parler d'être queer en français, veulent parler du changement climatique en français. Souvent, quand on veut lutter pour la justice sociale, ça arrive en anglais parce qu'on n'a pas les outils de lutter en français. Mais par exemple, Claudia et Blanche, qui étaient supposées d'être ici aujourd'hui, ils travaillent pour Réseau Femmes et ils sont en charge d'un programme qui s'appelle Jeunes leaders des relations saines. Et c'est un programme vraiment où les jeunes ont des opportunités de faire des projets sur le sujet qu'ils veulent en français. On a eu des jeunes qui ont fait des sujets sur l'antiracisme, sur l'Holocauste. Ils ont fait des projets sur le changement climatique, sur les problèmes alimentaires. C'est toutes des choses que ils peuvent parler, mais vraiment, le tokenisme est aussi super duper important. Les jeunes se sentent repoussés par le tokenisme, mais aussi pour un peu répondre à la question de tout le monde. Si on tokenisme des gens ou fait du tokenisme, ça les repousse de la communauté, mais quand on commence à les inclure, le par et par les jeunes, pour les jeunes, par des personnes de couleur, pour des personnes de couleur, ça vraiment aide à les rapprocher pour savoir que leur voix s'est entendue, puis c'est dans le résultat de ce que le but est pour tout le monde. Merci beaucoup, merci beaucoup. On commence à arriver presque à la fin de notre conversation. J'aime le fait que tu as porté ce mot, le tokenism. C'est souvent aussi traduit par l'instrumentalisation et j'adore cette traduction parce que ça souligne à quel point on transforme des gens, des êtres humains, à des instruments ou des outils pour nos avantages, pour obtenir plus de financement. Et les gens peuvent se sentir qu'ils ne sont pas forcément bien accueillis, mais c'est plus pour cocher une boîte. So, pour terminer notre conversation, je pose la grande question. À l'Institut Tamarack, nous aimerions créer un cadre pour soutenir les communautés francophones à aborder les sujets d'appartenance de façon significative. Selon votre expérience, quelles sont les étapes à suivre sur le plan individuel et qu'est-ce que vous auriez aimé voir sur le plan communautaire pour vous soutenir dans votre quête d'appartenance? C'est une question assez large, mais aussi, on enregistre ça. On a Jorge qui mène cette stratégie d'appartenance. On a Astrid qui le soutient sur le côté francophone aussi, qui sont sur l'appel. Et aussi de notre côté, on aimerait créer des outils pour les communautés. On aimerait créer un cadre pour les communautés francophones, surtout les communautés francophones hors Québec. Peut-être comme voici les étapes à suivre, voici les choses à inclure quand vous développez un plan d'appartenance et pour soutenir ce sentiment d'appartenance chez les jeunes, chez les queers, chez les immigrants, chez les Noirs, chez les autochtones, chez tout le monde qui peut avoir un lien avec la francophonie, mais qui a l'habitude de tourner vers l'anglophonie parce qu'ils se sentent plus à l'aise, les mois de fardeau, mois de difficulté à trouver un sentiment d'appartenance. Donc, c'est une large question. Qui est prêt à nous lancer dans cette conversation? Ah, Michael, je vois le sourire. C'est toi à commencer. Non, je souhaite tout simplement, mais pas de souci. Je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que pour quelque chose, c'est une belle initiative. Et honnêtement, moi, je vous demanderais je vous proposerais de mener beaucoup de consultations et d'être très, très inclusif dans ces consultations, si vous voulez. Vous avez énuméré différents groupes. Là, il faut tenir compte de ces groupes-là, parce que là, on parle de sentiment d'appartenance. Et ça, c'est très, très important pour la jeunesse aujourd'hui, parce que là, surtout hors du Québec, parce qu'il y a cette tendance-là, parfois,
tendance que oui, mais je suis pas québécois, je suis pas au Québec. Et comme vous l'avez dit au début, Chuck, vous voyez, la langue occupe une place très, très importante et le fait de vivre au Québec, pour être québécois, pour reconnu comme québécois et francophone. Alors pour la jeunesse à l'extérieur, je pense que ce serait bien de se sentir pouvoir regarder quelque part et dire, ah, voici un groupe au moins qui reconnaît qui je suis en tant que francophone avec la complexité qui vient avec ça. Parce que c'est pas si simple, c'est pas juste la langue, c'est pas juste la question d'héritage, mais on en a déjà parlé, donc une étude de reprendre tout ça, mais c'est d'inclure tous les différents groupes et pour qu'on puisse entendre la voix de, si vous voulez, de chaque groupe représenté dans ce truc-là. Sinon, ce sera quelque chose qui commence et puis après, ben, ça disparaît quelque part. Et la fédération, c'est Geneviève qui citait ça, j'ai oublié le nom de la jeunesse canadienne, quelque chose là, c'est ça? Oui. J'ai consulté ce site-là une fois dans le cadre de mes cours, j'ai trouvé ça très, très intéressant et leur truc de la lutte contre l'insécurité linguistique, c'est super. Alors, je pense que ce serait bien de travailler main à main avec cet organisme déjà qui a quand même une certaine visibilité. Donc, il faut travailler pour voir ce qu'on peut faire pour créer ce sentiment d'appartenance. Je jouais un peu à le voir en ligne, c'est on est pressé par le temps là. Et puis, je me suis posé la question, mais on n'a pas eu le temps de parler. Mais appartenance, c'est quoi en fait? Vous voyez, c'est très complexe. On en parle, mais appartenance, c'est quoi? C'est très... L'humain était, vous voyez, nous sommes des êtres, si vous voulez, sociaux. Le social, c'est très important pour l'humain. Oui, je peux parler la langue, mais si j'appartiens pas à un groupe, ça devient compliqué. Donc, on se sent tout de suite isolé. Et la COVID nous a appris ça aussi, parce on pensait qu'on pouvait juste tout faire en ligne, là. Mais après, on a compris que non, 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 ça fonctionne pas pour les humains, parce que on est très, très, si vous voulez, sociaux en tant qu'être. Alors, pour cela, moi, je vous dirais de passer par là. Donc, moi, je vais me miser vraiment sur les consultations. Moi, c'est le point fort là de mon côté, consultation auprès des jeunes. Là, on parlait tout à l'heure, ce qui se passe dans différentes communautés déjà, jeunesse versus adulte, des choses comme ça. Donc, c'est le moment de corriger cela au niveau national avec l'Institut et impliquer vraiment les jeunes dans ce processus. Voilà. Merci beaucoup. Ah, OK. Avant de commencer à résumer ça, Geneviève, je te cède la parole. Est-ce que Georgie, tu voulais rebondir avant? OK, parfait. Vas-y, Geneviève. Je vais aller vite pour un peu résumer ce que Michael a dit, mais aussi pour retourner au tokenisme. Des fois, c'est vraiment facile de voir un jeune engagé, voir quelqu'un queer très engagé, voir quelqu'un de couleur très engagé, puis aller les dire comme, veux-tu venir faire quelque chose pour les jeunes ou des choses comme ça. Souvent, quand tu es un jeune à 16 ans, super engagé, tu veux tout faire, mais quand tu as posé ces questions de venir impliquer, tu dis oui parce que tu veux avoir ta voix à la table, mais souvent, tu n'as pas l'information de ce que, par exemple, on va parler en ce moment. Alors, tu n'as pas les outils et il y a des organismes porte-parole, par exemple, pour les jeunes, comme le Conseil jeunesse de la Colombie-Britannique, comme le Conseil jeunesse France-Asquois et la FJCF qui est le porte-parole pour tous les jeunes parce que, évidemment, un jeune a une expérience, quelqu'un queer a une expérience, quelqu'un couleur a une expérience et évidemment, tout le monde a des intersectionnalités spécifiques, mais c'est difficile de tailor une accommodation à tout le monde dans une communauté. Alors, c'est vraiment, si on rapproche quelqu'un d'engagé, faire certain qu'ils ont l'information et s'ils n'ont pas, de les faire connecter avec avec un organisme porte-parole ou un organisme qui est aussi engagé, parce que souvent, ça va les aider, ça va aider aux autres communautés. Et c'est vraiment important de juste, comme Michael a dit, consulter avec les jeunes, avec des personnes et vraiment pas relier sur le tokenisme
pour notre inclusion. Parfait. Et Georgie, je t'offre, c'est quoi le truc? Last but not least? Oui, c'est ça. À toi, Georgie. Merci, Chuck. Le premier élément que j'aimerais voir dans un plan qui est axé sur le sentiment d'appartenance dans les communautés francophones, c'est d'encourager les organisateurs, organisatrices dans nos communautés à créer des espaces qui sont propices. Et j'utilise un mot en anglais parce qu'il y a très peu de bonnes traductions pour ce mot en français, mais qui sont propices au disruption. Dérangement, perturbation, c'est pas exactement ce qu'on veut dire, mais que les gens puissent apporter leurs idées et brasser la boîte, brasser la table. Et souvent, je ressens dans certains espaces francophones que quand on brasse la table, c'est comme ben, on est déjà trop occupé à vouloir avoir accès à des services de santé, des services en éducation. Juste de pouvoir vivre en français, on est tellement occupé qu'on a peur du dérangement, que quelqu'un vienne perturber nos quêtes, notre travail. Mais je pense que c'est important de pouvoir accepter et d'être confortable dans l'inconfort de ce disruption, des perturbations. Puis le deuxième élément, quand on parle d'appartenance, ben, Michael, tu disais justement, c'est quoi l'appartenance? C'est tellement une grande définition. Mais j'entends des initiatives d'appartenance, c'est on va leur dire qui on est, on va leur faire savoir qui est la francophonie, on va leur faire savoir d'où on vient, pourquoi ça existe. Mais je pense que si on flippe le coin un peu, puis qu'on demande aux personnes qui vous êtes, puis à ça qu'on fait We Make It Work dans la communauté francophone, qui ils sont pour s'assurer que ça fit dans la francophonie, on va pouvoir aller reach out à beaucoup plus de personnes que toujours essayer de forcer, voici qui est la francophonie. Si on demande qui êtes-vous, puis ben venez, après ça, on va s'assurer que vous fitez dans la francophonie. Je pense qu'on va être sur la bonne voie. Incroyable, absolument incroyable. J'aimerais prendre un moment pour remercier chacun de vous pour vos sagesses, vos expériences vécues, vos expériences professionnelles, ce que vous avez partagé, ce que j'ai entendu. Il faut avoir des consultations, il faut créer des espaces pour chaque identité marginalisée qu'on souhaitait entendre leur avis, leurs propos. Il faut avoir des bons partenariats. Il faut travailler avec des leaders communautaires qui sont assez éduqués sur les faits de leur communauté. Il faut créer, lors qu'on se fait de consultation, il faut créer les espaces propices à la disruption, donc la perturbation. Et on devrait poser des questions pour ne pas forcer une identité sur les gens, mais pour comprendre ce qui existe et make it fit. Ah, j'adore. Merci à chacun de vous. Merci pour vos propos. Merci pour être avec nous aujourd'hui. Et merci de nous avoir aidé à lancer cette conversation. C'est certain qu'on va avoir d'autres conversations sur ça. Peut-être la prochaine fois, on va cibler le territoire ou l'Acadie pour voir si on a des sentiments assez alignés. Donc, avec tout cela en tête, je recède la parole à notre équipe de communication pour mener la clôture. Donc, Jessica, Jamie, si vous pouvez prendre la parole. Merci, Chuck. Alors, merci à tout le monde d'être venu à ce webinaire. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont déjà parties, mais pour ceux et celles qui sont restés, on vous remercie. On a mis dans la boîte des discussions des liens envers plusieurs autres événements bilingues, enfin moitié bilingues. Donc notre prochain webinaire sera entièrement offert en français avec, il me semble, Chuck, il y a une interprétation envers l'anglais, c'est ça, pour ce webinaire? Super. Oui, exactement. Super, merci. Donc voilà, si ça vous intéresse, on a déjà mis dans la boîte de discussion le lien, mais vous allez recevoir un courriel après avec les liens de tout ce qu'on a déjà partagé aujourd'hui. Et si cela vous intéresse, en octobre, il y a aussi notre événement Engage Fest qui est en anglais, mais avec du sous-titrage en français. Et le lien pour cet événement est également dans la boîte de discussion, sera également dans le courriel. Ah, merci Jamie qui a mis dans le clavardage. Donc, vous pouvez consulter cette page. L'agenda, il me semble, sera offert en français prochainement, aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à regarder à la fin de la journée pour voir l'agenda en français. Et je crois que c'est tout. Donc, merci encore.
et à bientôt tout le monde.